Aujourd'hui, on a voulu vous proposer une conférence thématique sur le thème des vaccins, qui est un thème qui est d'une actualité brûlante. On en parle beaucoup dans l'actualité internationale, aussi bien pour des raisons de santé publique que pour des questions de géopolitique des vaccins, de diplomatie des vaccins, comme on dit, avec beaucoup de questions, notamment sur des questions de propriété intellectuelle, de brevets, qui sont des questions de très grande actualité. Et donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on vous propose deux intervenants qui sont spécialistes de ces questions-là. Alors, on a tout d'abord Philibert Baranianka, qui est vice-doyen à l'Université du Burundi. Il est diplômé de l'Université Laval, il est titulaire d'un doctorat de l'Université Laval en études internationales. C'est un spécialiste de cette question des brevets, de l'accès aux médicaments, et il a récemment proposé la création d'un fonds mondial pour la recherche médicale dans une proposition signée conjointement avec Éric Duchesne. Notre deuxième intervenant sera Marc-André Gagnon, qui est professeur d'économie politique à la School of Public Policy and Administration de l'University of Carleton. Marc-André est titulaire d'un doctorat de l'Université de York. Il a étudié à Paris-Sorbonne. Il a effectué ses recherches postdoctorales également au Safra Center of Ethics de l'Université d'Harvard. Marc-André est un spécialiste de l'économie politique du secteur pharma, notamment sur les questions des business models du pharma dans le contexte d'une économie de la connaissance. Il est également intéressé par le rôle des entreprises vis-à-vis de la recherche et vis-à-vis également des prescriptions médicales. C'est tout ce domaine-là dans lequel Marc-André travaille, et nous serons extrêmement intéressés de l'entendre sur cette question des vaccins. Alors, je vous propose, sans plus tarder, de commencer notre conférence avec les deux interventions. Donc, on entendra d'abord les deux interventions successivement, qui dureront 15 à 20 minutes. Et ensuite, on aura le temps pour une discussion de 30-45 minutes en fonction des questions que nous aurons. Voilà. Donc, je rappelle que la conférence est enregistrée. Donc, vous aurez également la possibilité de la revoir ultérieurement. Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de poser vos questions dans le chat, ou bien vous aurez également la possibilité de vous manifester durant les questions et réponses. Voilà, je cède sans plus tarder la parole à Philibert Baranianka. Philibert, la parole est à toi. Oui, merci, Monsieur Mathieu, de m'accorder la parole. Mon intervention aujourd'hui va se porter sur la facilité COVAX, qui est un mécanisme qui a été initié effectivement pour distribuer et disponibiliser les vaccins à travers les pays les moins avancés et les moins développés. Mais aussi, on va voir que même les pays les plus développés en ont bénéficié. Alors, mon intervention va bien évidemment s'articuler sur trois points principaux: le fonctionnement, le financement, mais aussi les défis relatifs à ce mécanisme qui a été mis en place, bien évidemment avec une petite analyse critique sur des choses à améliorer, ou en tout cas les défis qui attendent l'humanité pour les années à venir. Alors, l'idée du COVAX a germé lors du sommet mondial sur la vaccination qui a été organisé par le Royaume-Uni. C'était au mois de juin 2020. La pandémie venait de commencer. C'était juste au mois de mars que, du moins, elle avait commencé un peu plus tôt en Chine, mais elle avait envahi la planète au mois de mars, disons globalement. Et c'est à ce moment, au mois de juin, il y a eu cette conférence au sommet qui avait vraiment un autre but. C'était pour renouveler le financement du Gavi, on va le voir, pour les vaccins. Et lors de ce sommet, il a germé une idée. Les vaccins n'étaient pas encore mis au point, mais il y avait la recherche. On cherchait à la fois les médicaments, mais les vaccins. Puis l'idée est venue de dire s'il y avait un médicament ou alors un vaccin, comment est-ce qu'on va le disponibiliser pour tout le monde? Parce qu'on sait qu'avec les nouveaux médicaments et les nouveaux vaccins, c'est toujours plus cher parce que c'est
couvert par le brevet, bien évidemment. Et celui qui va le trouver en premier va vouloir récupérer l'argent qu'il a investi, donc il va facturer plus cher. Et vu que la demande est énorme et c'est toute la planète qui veut ce médicament ou ce vaccin, donc on pensait que ça allait être, le prix allait être exorbitant, que les pays en développement et les pays pauvres n'allaient pas avoir la possibilité d'acheter ce médicament et ces vaccins. C'est à ce moment-là qu'ils ont dit, OK, on va mettre un mécanisme en place de financement ou de préparation, en tout cas, d'accès ou de disponibilisation du médicament le jour où ça va venir. À ce moment-là, il y a eu, donc c'est une réponse déjà à ce défi qui s'annonçait comme mondial, une réponse d'accès aux médicaments pour les populations à faible revenu. Donc, c'est aussi une prise de conscience générale que finalement, la vaccination, si elle concerne seulement les pays riches, ça n'allait pas sécuriser tout le monde. Donc, il fallait mettre au point ce mécanisme parce que le défi est mondial, la pandémie est mondiale, les réponses aussi doivent être mondiales. Alors, il y a eu cette prise de conscience. On le savait déjà. Moi, quand j'ai commencé ma thèse en 2009 sur l'accès aux médicaments dans les pays en développement, je savais déjà qu'on va avoir des problèmes mondiaux, des défis mondiaux, notamment en termes de santé, parce que on n'est plus en sécurité chez soi. Le monde est interrelié. La collectivité mondiale n'est plus à démontrer. Plus maintenant qu'avant, en 2009, je me rappelle que j'avais des problèmes, j'ai eu beaucoup d'efforts à convaincre M. Duchesne qu'il faut une réponse mondiale à des problèmes de santé et qu'effectivement, il fallait mettre en place des mécanismes de financement mondial. Lui, il me disait que c'est pas je veux changer le monde, mais c'est pas que je voulais changer le monde, c'est parce qu'effectivement, les problèmes sont rendus mondiaux. Il n'y a plus de frontières pour certains problèmes. Donc, à un problème mondial, il faut un mécanisme mondial. Donc, le COVAX, ce mécanisme était une réponse, il a été une réponse, même si on va voir qu'elle n'est pas nécessairement adéquate. Alors, le COVAX, présentement tel qu'il est, il est co-dirigé par l'OMS, qu'il n'est plus à présenter, l'Organisation mondiale de la santé, bien évidemment. Et puis, il y a le Gavi qui est le Global Alliance of Vaccination and Immunization, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation. Et puis aussi le CEPI, qui est la coalition des innovations en matière de préparation aux épidémies, qui a été mise en place. Le Gavi s'occupe du financement ou de préparation, d'achat des vaccins pour plusieurs maladies, pas nécessairement celui le Gavi existait avant bien évidemment l'épidémie. Et lui, il s'occupe de financer, de préparer et de financer les vaccins pour les pays les plus pauvres. Le CEPI, il a été, on dirait, précipité avec le COVID, mais avant, il a commencé à avoir lieu, il a commencé en 2009, le CEPI. Et l'UNICEF, bien évidemment. C'est 4 organisations qui pilotent le COVAX, le MS, le Gavi, le CEPI et l'UNICEF. Alors, comment ça fonctionne? Le Gavi, le COVAX fonctionne de 2 manières. D'abord, c'est une facilité. Qu'est-ce que signifie il est là, il a été mis en place pour mutualiser la demande. Donc, on savait que si chaque pays allait demander, allait chercher à avoir ses doses à lui tout seul, ça allait lui coûter cher. Donc, les pays se sont dit, même si ceux qui sont capables de se payer les vaccins, ça va coûter cher. Donc, il faut mutualiser, il faut se mettre en commun. Comme ça, en étant ensemble, on va aller négocier avec les pharmaceutiques les prix des doses qu'on va donner à nos populations.
Donc, la facilité COVAX, elle est destinée normalement pour les pays qui s'autofinancent. Il y en a beaucoup, c'est quasiment tous les pays développés. Et ils ont pu négocier la dose, le prix moyen de la dose à 3 dollars maintenant. Donc, vous pouvez chacun calculer dans son pays 3 dollars par dose, multiplié par 2 pour certains qui nécessitent 2 doses. Donc, on connaît déjà ce que ça va coûter, grosso modo, la vaccination. Mais bien évidemment, on ajoute les frais de logistique, les seringues, tout ce qui va avec, le personnel, ainsi de suite. Mais au moins, ce que va coûter les vaccins à eux, c'est 3 dollars par dose. Donc, la facilité a servi à mettre en commun la demande et a eu résultat que les firmes pharmaceutiques ont renoncé finalement provisoirement à les titres de brevet en négociant avec le COVAX pour permettre aux pays d'avoir les vaccins. L'autre volet, c'est l'AMC, COVAX, AMC, c'est-à-dire Advanced Market Commitment, c'est l'engagement de marché avancé qui existait. L'AMC existait déjà pour d'autres possibilités, notamment le Gavi l'utilisait pour les vaccins contre les pneumocoques. Donc, ils l'ont étendu pour le COVAX pour essayer de chercher les moyens de financer les pays qui n'auront pas les moyens de se les acheter. Donc, c'est l'AMC COVAX qui va acheter, qui va s'engager auprès des pharmaceutiques, des firmes pharmaceutiques, qui va acheter les doses et va les distribuer à ces populations des pays pauvres, les pays à revenus, à faible revenu et revenus intermédiaires, qui ne seraient pas en mesure de s'acheter ces vaccins. Donc, deux volets, la facilité pour les pays qui peuvent se les acheter, y compris le Canada, et d'ailleurs, ils ont passé aussi par la facilité COVAX, mais aussi, du moins pour certains vaccins, notamment l'AstraZeneca, et puis l'AMC COVAX pour les pays les plus pauvres. Donc, comment il fonctionne? Que ce soit surtout pour l'AMC COVAX, pour les pays les plus pauvres, il se charge d'acheter et de livrer les vaccins aux pays éligibles. Alors, quand on parle de pays éligibles, c'est tous les pays à faible revenu. La liste, elle est sur le site de Gavi. C'est quasiment 92 pays qui sont éligibles. Donc, tous les pays qui ne sont pas riches. Et puis, les pays riches, bien évidemment, eux, ils peuvent s'organiser, mais en passant par la facilité pour accéder à ces vaccins. Il y a certaines conditions, notamment l'état de préparation du pays. On va voir c'est quoi dans les défis. Et la disponibilité des infrastructures aussi et la suffisance du personnel pour administrer ce vaccin. Donc, on va voir que pour certains pays, le COVAX a eu des problèmes et a été obligé d'aller former de disponibilité de montants supplémentaires pour aller former les personnels qui vont vacciner, ainsi que pour certains pays aussi, il y a eu un problème d'infrastructure pour certains qui n'étaient pas du tout préparés à recevoir ces vaccins et les conserver surtout d'une manière sécuritaire. Le financement, les besoins ont été évalués à environ 1 milliard de dollars pour l'appui à la recherche. Ça, c'était au début, quand ça a commencé, le COVAX a commencé. Le vaccin n'était pas au point, n'était pas encore prêt. On n'avait même pas l'idée où ça va aller. Donc, ce milliard a aidé à la poursuite de la recherche et développement pour certaines pharmaceutiques qui n'avaient pas beaucoup de moyens.
Et d'ailleurs, il y a d'autres, ces firmes pharmaceutiques, en plus du COVAX, ont bénéficié aussi des financements de leur pays. Pour la plupart des pays ont disponibilisé de l'argent pour ces pays. Donc, le COVAX est venu à ajouter de l'argent environ 1 milliard. Donc, pour l'instant, sont montaillés. Il n'y a plus besoin de faire de recherche et développement. C'est déjà les vaccins sont homologués, sont déjà là. Donc, il reste seulement à la distribution. Et ça, c'est là où on a évalué qu'il y a besoin, on aura besoin en tout cas de 7 milliards de dollars pour l'achat des vaccins, environ 2 milliards 4 qui ont été disponibilisés déjà en 2020 et puis 4,6 qui seront nécessaires en 2021. Bon, je vais vous expliquer c'est quoi. En 2020, on évaluait qu'on pouvait commencer à vacciner par des personnes prioritaires, le personnel de santé, les personnes âgées, mais aussi les personnes immunodéprimées, donc les personnes qui ont déjà des problèmes de santé, qui sont beaucoup plus à risque que les autres. Et après, on a dit qu'on pourra étendre la vaccination aux autres. Et puis aussi, on a besoin d'1 milliard à peu près et demi pour l'appui à la distribution. On va voir qu'effectivement, il y a un problème à ce niveau-là. Alors, les sources de financement, c'est sur une base volontaire, c'est les contributions étatiques. Les États-Unis, après, bien évidemment, l'administration Trump, lui, il ne voulait rien savoir du COVAX parce qu'il disait que c'était co-dirigé par cette organisation communiste appelée l'OMS. Donc, il ne voulait du tout rien savoir de ça. Donc, lui ne voulait pas participer, mais avec la nouvelle administration Biden, ils ont décidé de participer, non seulement de revenir à la OMS, mais aussi de participer au COVAX. Et maintenant, ce sont les plus grands contributeurs du COVAX avec 4 milliards sur les 7. Vous comprenez déjà qu'ils sont beaucoup plus. C'est vraiment, ils ont apporté un bol d'oxygène au COVAX, même s'ils ont seulement déjà libéré 2 milliards et demi. Donc, il reste 1 milliard et demi à libérer, mais c'est le plus gros contributeur. Il y a aussi l'Allemagne qui suit l'Union européenne, ainsi le Royaume-Uni, ainsi que d'autres pays. Là, il y a beaucoup de pays qui ont participé. On est rendu à environ 6 milliards qui sont déjà disponibles pour le financer, le COVAX, et donc pour l'achat des médicaments et la distribution. Il y a aussi les contributions des organismes philanthropiques, comme la plus connue étant bien évidemment la Bill et Melinda Gates, qui déjà travaillent dans le domaine des vaccinations sur d'autres domaines. Donc, ils ont aussi contribué à hauteur de 150 millions, si ma mémoire est bonne, pour la mise au point de ce fonds. Donc, le financement, sur les prévisions, on est déjà pas mal dans les clous, même si on va voir que ce n'est pas suffisant, mais ça va être dans mes commentaires. Alors, et ça, effectivement, ça me permet d'embrayer avec les défis de financement qui sont loin d'être suffisants. On table sur 3% au départ, qui peut aller jusqu'à 20%. Donc, on va d'abord vacciner 3%, prioritairement, le personnel soignant, les personnes à haut risque et les personnes âgées dans les pays en développement. Donc, 3% de chaque pays, de population de chaque pays. Donc, ça va être la base. Si vous regardez sur le site du Gavi ou alors de l'OMS, vous allez trouver la liste des doses qui a été déjà libérée pour chaque pays. Donc, il y en a que vous allez constater que ce n'est pas beaucoup. Par exemple, l'Inde, elle va avoir moins de 100 millions de doses pour 1,2 milliard. Donc, c'est vraiment une goutte d'eau. Pour d'autres pays, comme le Nigeria, c'est vraiment un tout petit peu.
Ben, on dit qu'on pourra aller jusqu'à 20% de la population des pays, de chaque pays. Donc, c'est vraiment proportionnel. Il n'y a pas un pays où on va vacciner plus que 3%, allant jusqu'à 20%. Donc, après, on va se limiter à ça. Et il y a une exception. La seule exception, c'est un pays qui ne voudrait pas atteindre 20%. Moi, je m'attendais que l'exception soit pour aller plus. Non, ils ont dit, OK, mais on peut accepter qu'un pays n'accepte pas d'aller jusqu'à au-delà de 20%, mais au-delà de 20%, on ne finance pas. Donc, c'est déjà un problème. Et puis, les volumes, bien évidemment, pour le COVAX sont énormes, même si au niveau de chaque pays, ce n'est pas beaucoup. 3% de doses, c'est des milliers, centaines de milliers pour certains, mais pour la logistique, pour livrer ces cargos, c'est énorme pour le COVAX. Il faut les entreposer quelque part et c'est produit généralement en Inde. Donc, d'ailleurs, l'Inde a suspendu, et c'est un autre problème que j'allais évoquer, l'Inde a suspendu la livraison du COVAX, en tout cas pour le mois de mars, fin mars et mois d'avril, en raison qu'il y a eu des éclosions dans la région ou dans les endroits où la firme qui produisait à grande échelle ce vaccin est située. Donc, il y a eu suspension, mais donc c'est aussi un défi. Maintenant, COVAX est en train de regarder où est-ce qu'ils peuvent produire assez, à part ces vaccins, pas nécessairement dans un seul pays parce qu'ils ont constaté qu'il y a un problème. L'Inde était bien placée en raison de ses infrastructures parce qu'il a déjà il travaille déjà dans le domaine médical depuis longtemps. Ça s'appelle la pharmacie du monde, l'Inde maintenant. Donc, tous les médicaments qu'on utilise, même ici dans les pays développés, c'est principalement produit en Inde. Je vois que je suis en train de dépasser, mais je vais finir rapidement. Alors, on a dit aussi que les défis, c'est l'état de préparation des pays. Il y a des pays qui ne sont pas du tout préparés, la disponibilité des infrastructures. Ça nécessite des chambres froides pour garder les vaccins sains, les moyens de transport sécurisés, aussi les transporter sur le terrain dans des transports frigorifiés, ce qui n'est pas nécessairement évident pour les pays les plus pauvres, surtout qu'il y a des zones reculées. Si par exemple le Congo, c'est un pays immense qu'il faut déplacer les vaccins de Kinshasa à l'est du Congo, déjà c'est une zone non contrôlée par l'État central. Donc c'est un problème énorme pour organiser le transport et la sécurité du vaccin pour aller atteindre ces zones. Donc le COVAX est pris à chercher aussi localement dans les pays qui ne peuvent pas distribuer ces médicaments, plutôt ces vaccins, à chercher, à construire quasiment des chambres froides, mais aussi à affréter des avions frigorifiés ou en tout cas des petits porteurs pour aller distribuer, ou en tout cas des petites des frigos portatifs pour aller distribuer ce vaccin dans des zones reculées. Il y a aussi le problème de disponibilité du personnel parce que ces pays n'étaient pas nécessairement adaptés à produire, à vacciner à grande échelle. Donc, ils ont été obligés de recruter. Ben, ça aussi, dans les pays développés, c'est le même problème. Ils ont été obligés de recruter rapidement du personnel et de le former pour l'opération de vaccination. Pour la conclusion, le COVAX, on est dans la bonne direction là. Donc, je ne suis pas en train de critiquer, on est dans la bonne direction. Il y a une prise de conscience que le problème ne peut pas être géré par un pays tout seul, donc on doit collectiviser les efforts parce qu'on est en sécurité nulle part tant que tout le monde n'est pas sécurisé en sécurité, mais c'est une goutte d'eau de besoin. On envisage déjà qu'on va se limiter à 20% de la population, mais on sait que les experts en matière de santé
préconise que l'immunité collective, c'est entre 60 et 70% de la population. On est loin du compte, là. C'est-à-dire qu'on n'a pas l'immunité collective, là. Donc, la pandémie va continuer même si on a déjà vacciné. L'autre problème, c'est le caractère provisoire et conjoncturel du COVAX. J'avais déjà écrit là-dessus quand je faisais ma thèse, parce que, comme je vous disais, l'AMC existait déjà. L'engagement d'achat collectif, c'était déjà prévu comme étant une solution au problème de médicaments. Donc, mais c'était que c'est provisoire, c'est conjoncturel. Alors, on sait que certains vaccins ne vont pas être efficaces pour les variants. Est-ce qu'on va recommencer avec les variants? Là, c'est un problème. Donc il faut mettre un mécanisme permanent, c'est-à-dire c'était ma proposition lors de ma thèse, un mécanisme permanent, un fonds en réalité, qui est financé non pas sur une base assistentielle ou sur une base aléatoire, parce que le financement, les contributions volontaires des États dépendent notamment de la personne qui est au pouvoir dans tel ou tel autre pays, donc des aléas politiques. L'exemple, c'est que Trump ne voulait rien savoir de ça, mais après, ça a changé. Au moins, ça a changé dans la bonne direction de cette fois-ci, mais on peut s'attendre que ça change dans la mauvaise direction. Donc, quelqu'un qui arrive, qui retire le financement qui était accordé et puis qu'on avait déjà prévu. Donc, il ne faut pas se fier au financement volontaire des États. Il faut un mécanisme permanent de financement. Moi, j'avais proposé l'instauration d'une taxe internationale sur certaines choses. C'est quelque chose qui existe déjà pour certains domaines. Donc, j'avais proposé de la taxation internationale sur certains objets parce qu'on sait que, par exemple, si vous voyagez, vous êtes à haut risque dans les pays où vous allez ou qu'il y a certaines choses qui produisent des problèmes de santé global. Donc, on peut taxer ces éléments-là au niveau international. Donc, Merci il y a beaucoup. aussi les pays qui ne veulent pas du tout le vaccin. Donc, par exemple, sur la cinquantaine de pays africains, il y a seulement une quarantaine qui ont accepté de recevoir le COVAX. Il y a d'autres qui ne veulent rien savoir, notamment pour des raisons politiques et de raisons conjoncturelles. Donc, il y a une dizaine qui ne veulent pas. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ces foyers qui vont rester des foyers de contamination et de propagation du COVID? Ben, même pour les autres, ça reste un problème. Donc, Merci beaucoup, Philibert, pour ta présentation. C'était extrêmement intéressant. ouais, Euh, et je dirais que c'était tout de même un tableau assez préoccupant que tu nous as présenté, surtout avec cette question des variants que tu as soulevée et le fait qu'on n'a peut-être pas 3 ou 4 ans pour vacciner la population mondiale. J'ai l'impression qu'il va y avoir plusieurs thèmes qui vont se recouper avec l'intervention de Marc-André. Et donc, je suis très intéressé à entendre l'intervention. Alors, Marc-André, la parole est à toi. Parfait, ben, merci beaucoup, Josué. Merci au CIM et au CEPSI pour l'invitation et c'est aussi un plaisir de rencontrer professeur Baranianka. C'est juste dommage qu'on ne peut pas se serrer la main et qu'on doit se rencontrer comme ça à travers les écrans. Moi, je vais vous parler COVID-19, brevet et nationalisme vaccinal, faire un peu un état de la situation, puis regarder qu'est-ce qu'ont été les alternatives proposées par rapport au système actuel de nationalisme vaccinal dans lequel on s'est retrouvé. Avant de commencer, je voudrais simplement mentionner que, mis à part mon rôle comme témoin expert avec Justice Canada dans le cadre d'un procès en 2020 à la Cour supérieure du Québec sur la régulation des prix des médicaments brevetés, je n'ai aucun conflit d'intérêt à déclarer. Donc, ce que je vais faire, c'est d'abord une espèce de mise en contexte sur
COVID-19, les vaccins, comment c'est passé au départ, avec une science plus ouverte, les différentes initiatives de pool de brevets. Ensuite, regarder la dynamique État-firme de nationalisme vaccinal qui s'est mis en place pour des vaccins qui ont été en fait abondamment financés directement publiquement par les États. Finalement, je voudrais passer un petit peu plus de temps à discuter toute la discussion au sein de l'OMC la possibilité de... j'écris TRIPS waiver, la suspension des accords ADPIC qui est discutée en ce moment au sein de l'OMC. Donc, au niveau de la mise en contexte, rappelons-nous, au début de la COVID-19, en fait, ça a été assez impressionnant de voir comment les chercheurs à l'échelle globale ont collaboré à partir des principes de la science ouverte par un partage systématique des données, que ce soit pour séquencer le génome du virus, suivre son évolution avec ses différents variants, ses variations, ou encore pour produire du matériel de protection ou de détection. Fait que, vraiment, dans les premiers mois, ça a été la science qui s'est faite autour du virus, s'est faite en science ouverte et on a eu des avancées extrêmement rapides. En mars 2020, du côté du Canada, le gouvernement fédéral passait dès mars 2020 la loi sur les mesures d'urgence visant la COVID-19 qui donnait pendant 6 mois le recours à des licences obligatoires pour toute technologie liée à la COVID-19 afin de contrer de potentielles pénuries. Donc, c'est important parce que le Canada, on n'a pas demandé la permission à personne, on a simplement voté. Nous mettons en place un système de licence obligatoire pour toute technologie liée à la COVID-19, juste au cas où peut-être il pourrait y avoir des pénuries. Ce dispositif n'a pas été renouvelé en septembre 2020. Donc, il a pris fin, mais le gouvernement fédéral a toujours ce pouvoir-là et peut renouveler à tout moment au besoin cette idée de recourir à des licences obligatoires. En mai 2020, l'OMS mettait sur pied le CTAP, le COVID-19 Technology Access Pool. L'idée, c'est que fondé sur les principes d'une science ouverte, donc une science collaborative, on allait mettre en place un pool de brevets pour faciliter l'échange de savoir-faire, de savoir technologique, d'expertise liée aux brevets, liée à toute technologie pour combattre la COVID-19. Donc, ce pool de brevets, c'est un peu une espèce de one-stop shop. C'est un endroit où on met ensemble tous les brevets et ensuite, si on a besoin d'accéder à ce savoir, on va à un seul endroit pour obtenir finalement les licences. Donc, ce n'est pas qu'on donne nécessairement notre brevet au pool de brevets, c'est qu'ensuite, les redevances sont distribuées. Les redevances sont normalement assez basses pour un pool de brevets lié à un médicament, mais il y a quand même des redevances pour récupérer certains coûts, mais les redevances sont basses et tout se négocie à un seul endroit. Pour comprendre, pour des médicaments, il peut y avoir des dizaines de brevets liés à un seul type de médicament. Et si on commence à vouloir faire de la recherche et qu'on doit faire de la recherche à partir de différents types de médicaments, on se retrouve facilement avec une espèce de muraille de brevets infranchissable. Un pool de brevets facilite les choses, c'est-à-dire on va à un seul endroit, on prend une licence pour l'ensemble du savoir qui existe et on peut aller de l'avant. Fait que ça, c'est au niveau de l'OMS, mais au niveau des Nations Unies, on a Unitaid qui avait un pool de brevets pour les médicaments, les traitements reliés au sida. Et Unitaid aussi a décidé d'ouvrir son pool de brevets pour inclure les technologies liées à la COVID-19. Au départ, c'est intéressant. On pourrait se diriger vers un effort scientifique axé sur la collaboration technologique et l'échange de données afin que chaque pays puisse maximiser son effort de guerre contre la COVID-19. Malheureusement, les vieux réflexes de la science propriétaire, des brevets, des monopoles technologiques ont vite repris le dessus. En ce moment, il n'y a encore aucune firme qui a accepté de partager ces technologies, soit avec le CTAP ou avec le Medicines Patent Pool de Unitaid. On est dans une situation parce que maintenant, chaque firme travaille plutôt en silo dans le but de maximiser ses revenus futurs. Par exemple, les firmes propriétaires de vaccins
ont généralement démontré une grande réticence à négocier des accords de licence pour permettre une augmentation de la production. C'est important parce que l'idée du brevet, en soi, n'est pas si problématique si on se retrouve avec des firmes qui ont développé des vaccins et que là, en temps de pandémie, OK, on va faire le plus d'ententes de licences possible avec d'autres manufacturiers pour que le plus de gens possible puissent se mettre à produire le vaccin et qu'on a une capacité de production, une capacité manufacturière maximale. Le problème, c'est que ce n'est pas ça qui se passe. Les firmes, en ce moment, elles sont ultra sélectives pour faire des ententes de licence avec des manufacturiers externes. Il y a peut-être AstraZeneca qui est un peu différent, qui est plus proactif à négocier ce type de licence-là, mais en fait, AstraZeneca, il faut se rappeler, le vaccin avait été développé par l'Université Oxford, d'abord et avant tout, et dans l'entente de licence exclusive que Oxford a donnée à AstraZeneca, il y avait cette idée qu'il fallait que AstraZeneca négocie le plus possible ses ententes de licence avec des manufacturiers externes. Donc, mais encore là, AstraZeneca reste aussi très sélective, c'est-à-dire, c'est intéressant, là, ils ont fait affaire avec un manufacturier au Brésil, un en Inde, un en Afrique du Sud. Mais ces ententes-là, c'est tout le temps avec des manufacturiers qui ont des méga capacités de production. On ne va jamais chercher la moyenne entreprise, si on veut, qui aurait une capacité manufacturière pour des vaccins, parce que là, ça serait comme partager notre savoir technologique avec des joueurs qui sont moins importants et on perd à ce moment-là davantage le contrôle qu'on peut avoir sur la technologie du vaccin. Puisque les capacités de revenus des firmes dépendent de leur capacité à maintenir le contrôle sur le savoir-faire technologique, cette situation-là n'est pas surprenante. Je voudrais me pencher maintenant un petit peu plus sur la dynamique État-firme. Il faut comprendre qu'au départ, les gouvernements ont investi plus de 14 milliards dans l'élaboration des vaccins, avec en tête les États-Unis qui ont à peu près 10 milliards ont été investis en tout et pour tout par les États-Unis pour produire l'opération Warp Speed. Mais malgré tout, on continue de considérer que les vaccins restent entièrement... C'est normal que les vaccins soient entièrement monopolisés par le secteur privé. Par exemple, le vaccin de la firme Moderna a été subventionné à 100% par des investissements publics, mais le vaccin reste monopolisé par un brevet appartenant à la firme. Et Moderna impose ainsi la marge de profit la plus élevée sur son vaccin, ce qui lui a obtenu le prix Shkreli, qui est remis annuellement aux plus grands profiteurs qui abusent du système de santé. Si vous vous rappelez de Martin Shkreli, là, qui s'amusait à faire exploser le prix de certains médicaments génériques sur lesquels il réussit à obtenir une exclusivité. De son côté, le Canada a mis sur pied à l'été 2020 le groupe de travail sur les vaccins contre la COVID-19 pour le conseiller sur les stratégies à adopter en matière de vaccins. Et ça, c'est intéressant parce que ça a dicté toute la stratégie canadienne sur quoi faire en termes de production vaccinale au Canada et pour négociation avec les firmes pour les ententes d'approvisionnement. Dès le départ, par exemple, ce groupe de travail-là était miné par des questions de transparence et de conflit d'intérêts des membres du groupe. On se rappelle, par exemple, on avait l'ancien PDG de Sanofi Canada et on considérait normal que celui-ci n'ait pas de conflit d'intérêts pour se prononcer sur le contrat d'approvisionnement qu'on négociait avec Sanofi Canada, ce qui est un petit peu bizarre. On avait un des membres du comité, c'est le microbiologiste Gary Cobinger, que certains connaissent, qui, lui, développait un projet de développement d'un vaccin contre la COVID-19 en sciences ouvertes. Gary Cobinger a quitté très tôt le comité en disant « ça n'a pas d'allure, c'est plein de conflits d'intérêts ». Et la perspective qui est développée, c'est une perspective, si on veut, qui est toute axée sur la vision de les firmes privées comme seul recours possible pour nous sortir de la crise de la COVID.
Et si on regarde les recommandations du groupe de travail, semblent avoir donné la priorité aux droits de propriété des firmes plutôt qu'aux impératifs de la santé publique globale. On se retrouve un petit peu dans la situation actuelle où est-ce que chaque pays joue du coude afin de se mettre en file devant les portes des firmes, afin que celles-ci acceptent de leur vendre des doses et les livres le plus rapidement possible chez nous plutôt que le voisin. Peu importe les priorités de la santé publique, c'est chacun pour soi, c'est ce qu'on appelle ce nationalisme vaccinal. Problème avec ça, c'est que ça peut être dommage, mais fonctionner si on respecte les échéanciers en termes de livraison de vaccins. Le problème, c'est que très tôt, que ce soit Pfizer, que ce soit Moderna, que ce soit AstraZeneca, et là, ce qu'on a vu cette semaine avec, justement, pour COVAX, à la fois le manufacturier indien et sud-coréen se retrouvent à des problèmes, ne peuvent pas faire leur livraison à temps. À ce moment-là, ce jeu de nationalisme vaccinal-là devient exacerbé. Il faut comprendre, en particulier pour le Canada, normalement, notre approvisionnement vient surtout des firmes américaines. Dès le départ, l'administration Trump a dit nous n'allons exporter aucun vaccin produit aux États-Unis tant et aussi longtemps que l'ensemble de la population américaine n'a pas été vaccinée. L'administration Biden n'a pas changé cet état de fait. Donc, la politique reste la même. Et le Canada s'est mis à négocier à fond, particulièrement avec pas avec des pays européens, mais avec des firmes ou des usines européennes, donc souvent les usines de Pfizer en Belgique ou de Moderna en Suisse, je crois, pour que ce soit elles qui se mettent à fournir le vaccin au Canada. Une des raisons pourquoi le Canada a recouru au COVAX aussi, c'est parce qu'on allait pouvoir obtenir des vaccins des firmes, des usines sud-coréennes. Donc, c'est un petit peu pour essayer de diversifier les sources d'approvisionnement. Le Canada a été très critiqué parce qu'au jeu du nationalisme vaccinal, finalement, on a assez bien performé parce qu'on a réussi à sécuriser 500% de ce qu'on a besoin comme approvisionnement. Donc, on serait capable de vacciner finalement à 2 doses, 5 fois la population canadienne. Mais le problème, c'est que dès qu'il y a eu des problèmes d'approvisionnement au sein de l'Europe, l'Europe menace constamment en fait de fermer ses frontières à l'exportation aussi. Donc, le Canada est vraiment en position de faiblesse. Au niveau de la production vaccinale au sein du pays, au départ, on avait ce partenariat avec la Chine, avec une firme chinoise, et avec les problèmes diplomatiques avec la Chine, ce partenariat-là s'est effondré et on s'est retrouvé un petit peu les culottes baissées, si on veut, c'est-à-dire que nos investissements, le produit, notre champion, si on voulait, on ne pouvait plus aller de l'avant pour le développer. Donc, plutôt que chaque pays participe ensemble à l'effort de guerre pour produire le maximum de vaccins, avec cette dynamique de nationalisme vaccinal, où est-ce que chacun veut s'approvisionner soi-même avant que ce soit d'autres pays. On travaille finalement les uns contre les autres dans une distribution globale de vaccins organisée selon les priorités des firmes. À noter que le vaccin d'AstraZeneca a été développé par l'Université d'Oxford, comme je disais, qui avait promis de recourir à des licences non exclusives et libres de droit. Le problème, c'est que rapidement, l'Université d'Oxford a reculé sur sa position, a fait une entente exclusive avec AstraZeneca. Il y a 2 mois, Pascal Loriot, qui est le PDG d'AstraZeneca, expliquait à la presse « Nous devons vacciner le plus de gens possible à travers le monde parce que si le virus continue de se multiplier dans diverses régions du monde, il peut muter au sein de ces populations et à ce moment-là, les vaccins deviennent moins efficaces. » Toutefois, lorsqu'on a demandé au PDG d'AstraZeneca d'ouvrir la licence exclusive pour augmenter la capacité de production manufacturière vaccinale globale, comme l'avait promis pourtant l'Université d'Oxford à l'époque, sa réponse a été non. Donc, pour moi, ça reflète très bien la tension et l'esprit du moment. C'est-à-dire qu'on voit bien le besoin d'avoir cette production manufacturière maximale pour que tout le monde participe à l'effort de guerre, mais en même temps, cet intérêt des firmes à ne pas aller de l'avant avec ça.
Fait que le Canada possède, quant à lui, des capacités de production vaccinale. Pourquoi est-ce qu'on ne l'utilise pas en ce moment pour l'effort de guerre contre la COVID-19? Bon, là, on a annoncé en janvier dernier, en fin janvier, des investissements massifs. Bon, entre autres, Medicago, si cette firme développe son vaccin, elle va avoir les capacités de production vaccinale nécessaires. Avec certaines universités, bon, Saskatchewan, mais avec surtout le Conseil national de recherche du Canada. Fait que sur Royalmount, grosso modo, ils sont situés au coin de la 15 et de la 40 là, à Montréal. Et investissement de à peu près 150 millions pour que le CNRC puisse développer une capacité massive de production manufacturière de vaccins. Et ça va se faire avec Novavax, mais ça ne pourra pas être disponible avant le début de 2022, grosso modo, qu'on va pouvoir mettre ces infrastructures en branle. Pourtant, sur Royalmount, si vous traversez le parking du CNRC, il y a une autre compagnie qui s'appelle Pnuvax, qui est une autre compagnie de vaccins, possédée par le PDG, c'est un type qui s'appelle Donald Gerson. Donald Gerson, c'était celui qui dirigeait les laboratoires Connaught en Ontario, en fait à Toronto, dans les années 80. Dans les années 80, les laboratoires Connaught produisaient 80% des vaccins distribués au Canada. Donc, c'était vraiment l'autosuffisance vaccinale, si on veut. C'était lui qui était à la tête de ça. Les laboratoires Connaught ont été privatisés, tout comme ceux des Instituts Armand Frappier à la ville de Québec. C'était privatisé des années 90 et Donald Gerson a créé Pnuvax. Ça fait des mois que Donald Gerson demandait à l'État canadien, moi j'ai des capacités de production vaccinale à disposition. Je serai en mesure de produire dès maintenant des vaccins, que ce soit AstraZeneca, mais même avec le ARN messager de Pfizer ou de Moderna, on serait en mesure de le faire. Aidez-moi à négocier une entente de licence avec ces compagnies-là. Il ne s'est rien passé de ce côté-là. Et en fait, on ne connaît pas exactement les raisons. Est-ce que les infrastructures étaient inadéquates, ce qui est possible, mais en même temps, ce qu'on voit, c'est une très grande réticence des firmes de faire affaire avec des manufacturiers qui auraient une capacité manufacturière modérée, qui ne serait pas à très grande échelle, ce qui est le cas de Pnuvax, qui serait une capacité de production moyenne, pourrait produire quelques millions de vaccins, mais pas des dizaines de millions, par exemple. Mais en même temps, Donald Gerson a fait une sortie à un moment donné, quand il a vu, on annonçait finalement que l'autre côté du parking, le CNRC allait recevoir 150 millions pour construire des capacités de production manufacturière vaccinale pour se mettre à produire le vaccin, alors que lui proposait ses propres capacités. J'ai quelques diapos que je voudrais partager avec vous, fait que je vais faire ça très rapidement. Faisons ça maintenant. Qui a financé les vaccins de la COVID? Ça, c'est intéressant. Donc, ça vient de Airfinity puis de la BBC. Si on regarde les vaccins, en bleu, c'est ce qui a été financé publiquement. En jaune, c'était pour les fondations à but non lucratif. Donc, Fondation Bill and Melinda Gates, par exemple. Et en rouge, c'est le financement privé. C'est où est-ce qu'on a eu des investisseurs privés qui ont ça. Donc, Sanofi, et c'était vraiment dans la logique privée de brevets. Bon, il y a eu beaucoup de déboires du côté de la France avec Sanofi. Là, finalement, ils ont des produits qui sont retrouvés en phase 2 en ce moment, mais on est encore loin du compte d'arriver avec quelque chose sur le marché. Mais si on regarde que ce soit le AstraZeneca, Johnson & Johnson aussi, qui vient d'être approuvé, Moderna, c'est d'abord et avant tout du financement public, mais avec des vaccins qui, par la suite, deviennent la propriété privée absolue par brevet de la firme, sans redevance qui retourne au public, par exemple. Pfizer, c'était une espèce de mélange public-privé. Pfizer n'a pas participé à l'opération Warp Speed des États-Unis. Celui-là est intéressant, je voulais juste le partager rapido. C'est les prix annoncés. Fait que je vous ai mis ça en dollars canadiens.
Donc, les prix annoncés par dose pour les différents vaccins, le prix obtenu, c'est parce que tout se passe par entente confidentielle. Chacun négocie. Donc, les prix obtenus par l'Union européenne, les prix obtenus par les États-Unis. C'est intéressant que Pfizer n'a fait aucune réduction pour les États-Unis, mais Pfizer n'a pas participé à l'opération Warp Speed. Le vaccin de Moderna a été financé presque entièrement par les fonds publics américains. Et là-dessus, les États-Unis ont pu obtenir un bien meilleur prix pour le Moderna. Puis on a eu une entente qui a été divulguée avec la République dominicaine. J'ai mis ça à titre de comparaison. Mais ça, c'est le jeu des ententes confidentielles. Bon, il y a peut-être certains des autres prix ont été dévoilés et tout. Je n'ai pas fait une recherche exhaustive, mais c'était juste pour vous donner une idée. On se retrouve sur un marché, mais tout le monde fonctionne en entente confidentielle. Tout le monde négocie des prix différents selon leur pouvoir de négociation, tout simplement. D'où l'importance d'une plateforme comme COVAX, qui permettait justement d'avoir développé un fort pouvoir de négociation pour aller chercher un fort volume à bas prix. Le AstraZeneca, en fait, seul Johnson & Johnson et AstraZeneca s'étaient engagés à vendre, de ne pas faire de profit sur le vaccin tant et aussi longtemps qu'on est en pandémie. Mais là, il faut comprendre, à un moment donné, on va avoir vacciné suffisamment de gens, fait qu'officiellement, nous ne serons plus en pandémie mondiale selon l'OMS. Donc, à ce moment-là, les engagements de Johnson & Johnson et de AstraZeneca ne tiennent plus. Ils peuvent à ce moment-là mettre une marge de profit. Mais l'idée, c'est qu'une fois que la pandémie est terminée, il va falloir qu'on continue à vacciner la population mondiale avec le vaccin pour les nouvelles générations, etc. Puis on ne sait pas combien de temps ces vaccins-là sont efficaces. Peut-être qu'il va falloir renouveler la vaccination tous les 2 ans. Donc, les capacités de profit sur les vaccins vont rester absolument immenses. Ça, je partage ça aussi, c'est intéressant, c'est le Pharmaceutical Accounting Foundation, non, Pharmaceutical Accountability Foundation, parce que c'est une firme néerlandaise, donc mon flamand ici laisse à désirer. J'ai pris la version anglaise. Ils ont fait récemment une liste des bonnes pratiques pour les compagnies qui produisent la COVID-19. Fait qu'en rouge, c'est ne respecte pas les bonnes pratiques. En vert, respecte les bonnes pratiques pour assurer une équité et aussi un plus grand partage possible. Et en jaune, c'est-à-dire qu'il y a certains progrès qui ont été faits. Fait que, donc, les différents critères. Publie un plan d'accès global pour son produit. Fait que, bon, là, on n'a pas juste les vaccins ici, on a pour les différentes technologies, mais pour les vaccins, il y a juste Pfizer qui avait fait quelque chose dans ce sens-là. Commits to comply with human rights standards in product development and marketing. Company commits to CTAP or MPP. Donc, les deux pools de brevets, il n'y a aucune compagnie qui a fait aucun engagement dans ce sens-là. Commits to not enforcing the exclusive rights of COVID-19 related patents. Il y a juste Moderna. Donc, grosso modo, Moderna dit, nous avons le brevet, nous imposons notre marge de profit et tout, mais si jamais quelqu'un veut utiliser notre brevet, en fait, ou notre technologie, libre à eux de le faire. Mais avec la technologie du ARN messager, ce n'est pas donné à tous. Et si la firme elle-même ne partage pas son expertise, son savoir-faire, le reverse engineering est extrêmement difficile à faire. Supplies to or signs agreement with the vaccines or therapeutic pillars of ACT Accelerator. Le ACT Accelerator, c'est ce qui chapeaute entre autres le COVAX. Donc, est-ce qu'on participe au COVAX ou pas, là, grosso modo, ici, le C3? Donc, on a AstraZeneca et Novavax, qui sont les deux grandes firmes qui ont choisi le COVAX. Est-ce qu'on met le active ingredients available on reasonable grounds pour aider à développer, à faire de la recherche? C'est pas clair ou non. Commits to full technology transfer to other manufacturers. Donc, partage de savoir et d'expertise, mais sous des ententes de licence. Et ces ententes de licence-là, les firmes restent très réticentes à le faire. Commits to non-profit or fair pricing. Donc, ça, c'est, comme je disais, il y a juste AstraZeneca et Johnson & Johnson qui a fait ça de leur côté. Je vais prendre 2 dernières petites minutes pour discuter
là, ce qui se passe à l'OMC en ce moment, les débats sur les ADPIC. Fait que plusieurs pays, avec en tête l'Inde et l'Afrique du Sud, demandent depuis fin de l'année dernière de suspendre les droits de propriété intellectuelle liés à la COVID-19 pour faciliter l'échange technologique et permettre un accroissement de la production vaccinale d'ici la fin de la pandémie. Donc là, il faut comprendre, les ADPIC ont certaines clauses de flexibilité, la célèbre clause 31, là, entre autres. La clause 31 qui dit, bon, ben, en cas d'urgence sanitaire, on peut recourir à des licences obligatoires pour contourner le droit de brevet de la firme en payant des redevances. Le problème, c'est un peu comme pour la firme Moderna, c'est de dire, ben oui, vous pouvez utiliser mon brevet, mais je ne partagerai ni mon expertise ni mon savoir-faire. On s'entend que plusieurs pays, par exemple des pays à faible revenu, le Malawi, par exemple, décide de recourir à cette licence obligatoire-là, mais il est pris par lui-même. Et s'il ne peut pas obtenir de collaboration, d'expertise technologique de la part d'autres pays, cette licence obligatoire de la clause 31, elle ne sert pas à grand-chose. L'idée de suspension des accords ADPIC pour tout ce qui est lié à la COVID-19, c'est de faire en sorte on permet à l'ensemble des experts de l'ensemble des pays de travailler ensemble à partir des savoirs de ces brevets-là en contournant le droit de propriété. Donc, on a une espèce de licence obligatoire, mais à l'échelle globale. Ce qui est d'autres façons de fonctionner, et c'est une façon aussi d'assurer la collaboration que ne permet pas le recours à l'article 31 des accords ADPIC. Toutefois, les États-Unis, l'Europe, le Royaume-Uni, la Suisse et le Canada s'opposent de manière catégorique à une telle suspension des accords ADPIC. Et à bien des égards, le Canada semble avoir choisi de faire partie du problème plutôt que de la solution. Il y a eu une rencontre en décembre dernier à l'OMC et la position du Canada, le testimony, ce que le Canada a dit avait aucun sens. Vraiment, là, j'ai été flabbergasté du niveau d'hypocrisie institutionnelle de la position canadienne et je pèse mes mots. Normalement, on fait les choses de manière plus subtile, mais bon, dans sa déclaration, le Canada dit bon, simplement, on a écouté les différents pays à leur doléance pourquoi ils voulaient la suspension des accords ADPIC. Et là, on dit, même si le Canada a effectivement entendu les témoignages de quelques membres à propos de difficultés tangibles qu'ils ont rencontrées pour se procurer des traitements contre la COVID-19 et d'autres technologies connexes, et nous les en remercions de leur contribution à cet égard, il ne reste qu'aucune lacune, aucune inefficacité ou aucun obstacle n'a été relevé dans le régime qui rendrait nécessaire une dérogation. De l'avis du Canada, il est possible de répondre aux préoccupations exprimées dans le cadre même de l'accord sur les ADPIC en utilisant la marge de manœuvre qu'il confère, essentiellement par les mécanismes prévus aux articles 31 et 31 bis. Bon. 31 bis, là, il faut comprendre, si on obtient une licence obligatoire, un pays, par exemple, à faible revenu, qui n'a pas les infrastructures de production vaccinale, ne peut pas se mettre à produire par lui-même le vaccin. Donc, à ce moment-là, on a eu la déclaration de Doha, c'était en 2002, où est-ce qu'on s'engageait au sein de l'ADPIC de permettre un mécanisme où est-ce qu'un pays qui n'a pas les capacités manufacturières puisse demander à un autre pays qui a les capacités manufacturières de mettre en place sa licence obligatoire et se mettre à produire pour ce pays-là. Finalement, ça a été le Canada qui s'est mis de l'avant avec Jean Chrétien à l'époque, avec un régime qui s'appelle le CAMAR, Régime canadien de l'accès aux médicaments. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Ce régime-là, une fois, il y a le Rwanda qui a tenté d'utiliser ce mécanisme-là. Ça a pris tellement de temps. C'est un cauchemar bureaucratique. Tout est fait pour mettre des bâtons dans les roues, pour mettre plusieurs conditions. Et à la fin,
le Rwanda et la compagnie Apotex qui avait produit pour le régime canadien d'accès aux médicaments, les deux ont dit plus jamais nous ferons affaire avec ce mécanisme-là, c'est une catastrophe. En 2013, on s'est retrouvé, on a réussi à voter au Parlement canadien une réforme du régime canadien d'accès aux médicaments en disant c'est un cauchemar bureaucratique, ça n'a aucun sens. C'est un gouvernement conservateur minoritaire à l'époque. On a quand même réussi à faire voter au Parlement canadien cette réforme-là. Mais le Sénat a décidé, qui est dominé par les conservateurs, a décidé de ralentir le vote et finalement, c'est mort au feuilleton. Mais même le Parlement canadien reconnaissait l'inefficacité de ce système-là. Et c'est là que dans la déclaration canadienne, on s'avire dans le délire. Excuse-moi, Josué, je sais que tu veux me couper. Je vais juste faire ce petit bout-là. On a 6 minutes, alors ça va? Écoutez-moi ça. Depuis le mois d'octobre, le Canada a entendu le plus souvent des inquiétudes liées à la mise en œuvre sur le plan national de l'article 31 ou en lien avec l'article 31 bis. Pour le Canada, cela n'indique pas que le régime des ADPIC présente des problèmes tels qu'une dérogation serait nécessaire. Le Canada demeure le seul membre à ce jour à avoir utilisé le mécanisme spécial d'octroi de licence obligatoire prévu à l'article 31 bis, donc le régime canadien d'accès aux médicaments, de sorte qu'il peut faire observer, à la lumière de son expérience concrète, que le système a fonctionné comme prévu. Aux yeux de certains, comme le Canada l'a entendu dire, le fait que le mécanisme prévu à l'article 31 bis n'a été utilisé qu'une fois montre bien qu'il ne convient pas. Au contraire, en fait, il y a des gens qui disent que ben, ça a été utilisé une seule fois, fait que ça ne marche pas, votre système. Et là, le Canada dit, au contraire, le Canada estime que cela témoigne du bon fonctionnement du régime des ADPIC dans son ensemble, qui s'inscrit dans le plus vaste cadre international et procure aux membres suffisamment de latitude et de souplesse pour qu'il n'ait pas été nécessaire ou si peu de recourir aux licences obligatoires. Les ADPIC fonctionnent si bien en ce moment que personne n'a recouru au régime canadien d'accès aux médicaments. Mais c'est n'importe quoi. Ça va à l'encontre même de la position du Parlement canadien tel qu'il a voté en 2013. Donc là, ensuite, le Canada demeure non seulement désireux de connaître les difficultés précises et concrètes liées à la propriété intellectuelle qui se pose aux membres, particulièrement dans le contexte de la COVID, mais reste, comme il l'est depuis, tout aussi résolu à favoriser des règles équilibrées, blablabla. Mais là, en même temps, c'est le Canada qui dit nous portons en juge si oui ou non on doit permettre au pays de pouvoir utiliser ces flexibilités. Le Canada, en 2020, on a voté la loi le 13 mars, bing bang, et on n'avait pas à justifier quoi que ce soit. C'était au cas où on puisse avoir des problèmes, on vote une loi pour les 6 prochains mois, on suspend toutes les propriétés intellectuelles liées aux accords ADPIC au besoin. Point. Bon, pas qu'on supporte les lois, mais on se donne la capacité de recourir à des licences obligatoires pour toute technologie liée à la COVID-19. Je veux juste mentionner là-dessus que le débat est toujours en cours. Il y a eu peu d'avancées. En fait, la directrice de l'OMC, Ngozi Okonjo-Iweala, a fait quelque peu dérailler la dynamique il y a 2 semaines, parce qu'il y avait des rencontres il y a 2 semaines, en proposant une 3e voie. C'est-à-dire qu'il faudrait simplement encourager les firmes à négocier davantage de licences avec d'autres fabricants. Le problème, c'est ce qu'on souhaite depuis 1 an, et ça ne se passe pas. Il reste encore beaucoup de mobilisation, mais la fenêtre d'opportunité des négociations de la semaine dernière semble avoir été refermée. Donc, j'arrêterai ici, tout simplement.